Bonjour messieurs, dames, ici émission Occident avec Éric Leray et notre invité aujourd'hui c'est monsieur Swell Ftou, qu'on a déjà entendu plusieurs fois, qui est avocat, qui a été chargé d'Avocats sans frontières en Tunisie et qui est maintenant vit ici au Québec, au Canada depuis une dizaine d'années. Alors, il vient de temps en temps dans l'émission pour commenter l'actualité, surtout du Moyen-Orient, Proche-Orient, mais aussi en Occident. Aujourd'hui, on a décidé de parler avec lui du résultat des élections en Turquie, parce qu'on c'est quand même une force importante dans l'OTAN et on en parle très peu, enfin en tout cas dans les médias. Alors, Swell, bonjour, merci de nous Bon, accorder un moment. merci, bonjour, bienvenue. Alors, on va commencer comme on avait convenu. Donc, alors, que pensez-vous du résultat de l'élection en Turquie? Alors, d'après certains spécialistes, on semble s'orienter vers une sorte de nationalisme radical islamiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Totalement, oui, totalement. Malheureusement, les jours de l'islam politique ne sont plus comptés. L'islam politique, il a de beaux avenirs encore devant lui. Lorsque je dis de l'islam politique, ce sont les partis politiques dans le monde arabe ou le monde islamique qui se réclament de la charia, qui se réclament du Coran, qui se réclament des sources religieuses. En bref, les partis non laïcs. Donc, la CAPA, le parti de M. Erdogan, semble évidemment, il a montré encore une fois qu'il est un parti dominant dans la vie politique, mais il faut comprendre une chose, que se passe au prix de 55 000 personnes, et non pas lesquelles qui sont en prison. On a des 1200 avocats, on a 322 ingénieurs, on a 16 journalistes, on a plusieurs des Turcs qui portent la double citoyenneté, que ce soit des hommes d'affaires, on a des gens qui appartiennent à l'élite aussi militaire. Donc, donc, on peut dire que la Turquie, c'est le plus grand prison à ciel ouvert au monde, qui a organisé, certes, des élections qui étaient transparentes, mais il ne suffit pas d'être transparente, ce sont des conditions où les élections ont eu, conditions de peur. Les principaux opposants réels au gouvernement et au président Erdogan sont déjà en prison depuis 2017. Donc, après avoir verrouillé toute la vie politique, M. Erdogan montre encore une fois que non seulement que c'est la dictature qui paye, mais aussi que l'islam politique n'a pas encore, ou plutôt a encore de beaux jours devant lui. Cela aura des conséquences très néfastes, notamment sur la sécurité européenne. Comme vous savez très bien que M. Erdogan, si on a une compétence où il est très habile, c'est le chantage et, et cette façon d'encourager, de faire pousser l'Europe à accepter plus de migrants. En contrepartie, lui, il reçoit presque 1 milliard d'euros d'une façon annuelle. Donc, on assiste véritablement à 4 ans encore, ou plutôt à 5 ans encore de chantage qui attend encore l'Europe qui semble vraiment malheureusement très affaiblie, impuissante. Monsieur Erdogan, il a réussi aussi à faire plier l'OTAN, puisqu'il a réussi à faire du chantage, notamment avec la Suède, au prix de l'accepter à l'OTAN. La Suède a été obligée de délivrer certains opposants kurdes qui seront bientôt pendus à Ankara. Donc, on voit qu'on est en train de sacrifier les droits de l'homme, on est en train de sacrifier les valeurs de l'Europe, on est en train de sacrifier l'élite politique turque laïque qui est actuellement en prison ou en fuite à l'étranger. Et après, bien sûr, on trouve que l'islam politique. Et ce qui est désastreux, malheureusement, c'est qu'on trouve que les chancelleries occidentales se bousculent pour présenter ses voeux à cette dictature des frères musulmans Est-ce islamiques. qu'on peut dire que l'héritage d'Atatürk est complètement effacé, ou en tout cas en voie de l'être? En tout cas, on peut dire qu'il est en mode stand-by. En tout cas, il est en mode stand-by. Je pense que le peuple turc, au fond de lui-même, il a encore des valeurs laïques, parce que lorsqu'on se promène, par exemple, dans plusieurs villes, je prends par exemple la ville de Istanbul, on voit que 50% des femmes voilées et les 50% de l'autre, ils sont pas voilés. Certains sondages ont montré que uniquement 11% des Turcs font leur devoir religieux.
par rapport à 96%, par exemple, dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, on peut dire donc que la société turque reste quand même une société laïque, sauf que l'élite laïque, la société laïque, soit ils sont présents, soit ils sont en exil, soit ils ont peur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ceux qui ont la voix haute, ceux qui peuvent s'exprimer, ceux qui peuvent imposer la loi, ce sont évidemment les frères musulmans, ça veut dire le parti de M. Erdogan. Ce qui, par exemple, qui a été islamisé, c'est l'armée. Hein. La société turque, pour être précis, la société turque, elle a encore des bases laïques dans sa culture. Ce n'est pas de jour au lendemain, ce n'est pas en 10 ans ou 20 ans où on va formater une société, mais dans l'armée turque, malheureusement, l'ensemble des dirigeants et des généraux, ils ont été accusés de complot contre l'État. Donc, ils ont été délogés, plus mis en prison aussi ou en résidence surveillée. Cela se fait, bien sûr, comme on a dit, aux dépens des droits de l'homme, aux dépens de tout ce patrimoine turc, et aussi, il ne faut pas l'oublier, au détriment de plusieurs immigrants syriens qui auront deux choix, soit de retourner en Syrie, soit d'aller en Europe. Moi, je pense qu'ils vont faire plutôt le deuxième choix qui est plus rationnel. On sait très bien que la Turquie aussi fait la police. La Turquie aussi, c'est un pays qui devient inamical par rapport à ses voisins. La Turquie, elle a une présence militaire au nord de la Syrie, au nord-ouest de l'Irak. Donc, c'est un État qui n'est plus comme il était auparavant. Ça veut dire, en tout cas, dans les 40 dernières années, un État, disons, zéro problème pacifiste, vous comprenez. On a aussi, malheureusement, la communauté arménienne qui a beaucoup enduré, évidemment, avec la présence des islamistes. On sait très bien que plusieurs communes en Turquie refusent d'enregistrer des noms avec des noms qui sont arméniens. Personne, évidemment, n'ose critiquer en Occident où la voix des Arméniens qui vivent en Turquie, évidemment, elle est de plus en plus basse parce que la terreur, les renseignements généraux turcs, la police secrète turque, les renseignements militaires turcs, ce sont eux qui font la loi, que ce soit dans la rue ou même dans les couloirs de la politique turque. J'avais une question à ce moment-là. Quel est le projet d'Erdogan? Est-ce qu'il veut rétablir le califat? Parce qu'il faut rappeler quand même que Constantinople, qui est devenu Istanbul, pendant 500 ou 600 ans, a dominé tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient. À l'époque, Israël était, ou la Palestine, était sous la tutelle ottomane. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de rétablir cet empire ottoman, tel qui a disparu au traité de Versailles en 1918, mais ne vient-il pas dans ces cas-là concurrencer le projet messianique iranien, donc chiite, ou celui de l'Arabie Saoudite? Y a-t-il là aussi une concurrence, ou au contraire, on voit une sorte de rapprochement pour répandre l'islam politique, quoi? Exactement. Écoutez, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a trois projets. On a le projet iranien, on a le projet sunnite et on a le projet turc. Il faut dire que le projet actuellement qui est le plus en vogue, qui est le plus puissant, c'est le projet iranien. Pourquoi? Parce que le projet iranien, il utilise les mercenaires. Il est présent en Irak, il est présent au Liban, il est présent au Yémen, il est présent donc en Syrie d'une façon bien sûr très massive. La Turquie, d'une certaine façon, elle a une présence évidemment militaire, que ce soit en Iran, pardon, en Syrie ou en Irak, mais elle est moins importante. Vous comprenez? Par exemple, l'Iran détient des missiles balistiques à l'intérieur même de l'Irak ou à l'intérieur de la Syrie ou même au Yémen. La présence militaire et turque qui est en Syrie et en Irak, c'est une présence légère avec des forces légères. Ça ne dépasse pas 5000 hommes, en gros, vous comprenez? Donc, c'est le projet iranien qui passe, évidemment, par l'utilisation de la force, parce que dans la culture du Proche-Orient, il ne faut pas être le plus convaincant, mais il faut être le plus fort. Lorsque vous êtes le plus fort, vous imposez. Donc, on a le projet iranien qui passe en devant, on a le projet turc qui est évidemment actuellement qui essaye d'avancer, mais on va dire pourquoi il n'avancera pas. Et il y a le projet saoudien, mais celui-là, il est le plus faible actuellement, vu que l'Arabie saoudite, malheureusement, elle a capitulé devant l'Iran. Elle a décidé de pacifier, et ça, c'est la faute de Biden, évidemment, qui n'a pas voulu armer l'armée saoudienne pour faire face aux
aux mercenaires et aux opposants qui sont au Yémen. Donc, on revient au projet turc. Le projet turc, c'est un projet qui est à intensité moyenne, pas intensité très forte comme le projet iranien qui agit par les assassins, par les missiles balistiques, par la présence militaire massive, par l'envoi de convois d'armes d'une façon presque hebdomadaire. Le projet turc, il est beaucoup moins important, ça veut dire dans son volume, dans son intensité. Et aussi, le projet turc, il a beaucoup d'opposition régionale. On a d'abord l'Égypte qui refuse évidemment de se mettre sous le projet turc. On a aussi l'Irak et la Syrie qui protestent et qui demandent aux Turcs de sortir. Je vous donne un exemple. Dans le sommet arabe de Bachar al-Assad, actuellement, qui a été fait récemment en Arabie Saoudite, la Turquie, elle a envoyé un émissaire pour demander une réconciliation. Bachar al-Assad, il a dit non, aucune réconciliation tant que l'armée turque, elle est encore dans le nord du pays. Il a totalement raison, ce sanguinaire, au moins on lui donne raison, parce qu'il n'a pas voulu discuter avec les Turcs, avec la présence militaire. Donc, le projet turc, il a beaucoup de résistance. Le projet iranien, il avance par la force, mais aussi il commence à avancer par la diplomatie. Il a réussi à berner les pays du Golfe en leur disant que l'Iran ne va pas agresser les pays du Golfe, a présenté des promesses, mais on sait très bien que l'Iran elle joue sur plusieurs faces. L'Iran elle a gagné 10 ans dans ses discussions sur le programme nucléaire. Bref, ce n'est pas ça le sujet, mais en tout cas, la Turquie passe en moyen milieu, en moyen milieu, donc il ne pourra pas avancer. En plus, le projet turc aussi, il ne pourra pas avancer vers le califat, comme vous le dites. Pourquoi? Parce que l'islam politique, il a échoué en Libye, il a échoué en Égypte, il a échoué en Syrie, il a échoué en Tunisie. Et dans ces 4 pays que je viens de citer, tous les opposants, ça veut dire les frères musulmans libyens, les frères musulmans égyptiens, les frères musulmans syriens et les frères musulmans tunisiens, leurs dirigeants et leurs membres sont actuellement en Turquie. Donc, la Turquie, oui, elle veut constituer un projet de califat, mais elle n'a pas les moyens que dispose l'Iran. Donc, ça reste juste un projet de M. Erdogan qui ne verra pas le jour, sauf que la Turquie, elle a une capacité de nuisance à ces pays qui ont décidé de mettre fin à l'islam politique, comme par exemple le gouvernement tunisien, qui est le dernier, avec le président Kais Saïd, qui a réussi à déloger les islamistes. Maintenant, on voit qu'une grande partie, ou en tout cas une partie du parti politique de Ennahda, ils ont élu leur nouvelle adresse à Ankara. Donc là-bas, ils ont constitué des chaînes de télévision, des journaux, des magazines, des plateformes numériques pour s'exprimer. Même chose pour les opposants égyptiens, même chose pour les opposants islamistes libyens. Donc la Turquie devient une plateforme médiatique de l'islam politique. Très bien. Alors, on va passer à un autre sujet, mais qui est quand même complémentaire, puisqu'on parlait de l'Égypte. Alors, ça semble être un exemple, l'Égypte, mais aussi on va parler aussi du Maroc, avec un rapprochement avec Israël. Mais là, avant de parler de ce rapprochement, il y a eu encore un attentat d'un soldat ou d'un policier égyptien qui a tué 3 personnes à la frontière. Il a tué 3 policiers israéliens. Comment voyez-vous la recrudescence des attentats depuis quelques mois en Israël? Comment on peut percevoir? Est-ce que c'est justement l'Iran qui est derrière, on le sait, alors qu'ils sont sunnites derrière le Hamas, par exemple? Il soutient le Hamas. Je sais pas si... Oui, exactement. Actuellement, ça veut dire le parti principal actuellement chez le Palestinien qui utilise et qui persiste à utiliser et continue à utiliser la force, ce n'est plus Fatah, ce n'est même pas le Hamas, et ça c'est une évolution, c'est le djihad islamique. Le djihad islamique, c'est une branche iranienne, chiite, c'est comme le Hezbollah palestinien, si tu veux dire, le djihad islamique. Bien sûr, dans ses capacités, il est moins fort que le Hamas, qui fait partie du frère musulman, donc du monde sunnite. Le djihad islamique, il ne reconnaît pas les frères musulmans, il ne reconnaît pas les pays sunnites. Le djihad islamique, sa direction politique, elle est directement en Iran. Il est dirigé et télécommandé par l'Iran. C'est lui qui est responsable des dernières confrontations avec Gaza.
mais cette fois-ci, il faut le dire qu'Israël a réagi d'une façon très énergétique en réussissant à détruire les principales bases logistiques qu'utilise évidemment le djihad islamique. Ça, premièrement. Deuxièmement, le Hamas, il devient un peu plus pragmatique. On comprend que durant la dernière confrontation, par exemple, au mois de mai, il a refusé d'entrer en guerre contre Israël. Bien évidemment, il est resté, il n'a pas protesté, il n'a pas montré son opposition, évidemment, à cette guerre. Au contraire, parce que l'affaiblissement du djihad islamique, c'est dans l'intérêt du Hamas. Parce que si le djihad islamique va continuer à se renforcer comme il est aujourd'hui, dans 10 ans, c'est le djihad islamique qui va détenir Gaza. Évidemment, le Hamas, qui dépend des frères musulmans, qui dépend du Qatar, qui dépend de la Turquie, veut lui mettre la main, parce qu'on ne parle plus du pouvoir de M. Abbas, c'est fini. Gaza, maintenant, elle est entre les mains du Hamas depuis 2006, mais il se peut que dans les 5 ou 10 prochaines années, que la première puissance se lève du djihad islamique, et ça va donner une confrontation directe avec Israël, parce que le djihad islamique ne croit pas au compromis, bien que le Hamas aussi ne croit pas au compromis, mais la différence entre eux, c'est que le Hamas, il est terroriste, certes, mais un terroriste pragmatique, alors que le djihad islamique, c'est un mouvement terroriste qui n'est pas pragmatique, qui est carrément suicidaire. Ils sont prêts à mourir jusqu'au dernier homme. Alors que les membres du Hamas, lorsque je dis pragmatique, ça veut dire quoi? Le Hamas, maintenant, il tire beaucoup d'avantages d'Israël. D'abord, Israël autorise les salaires d'arriver à Gaza. Deuxièmement, le Hamas a fait des accords avec l'Égypte comme intermédiaire, ça veut dire avec Israël, pour pouvoir entrer les produits de la première nécessité. Le Hamas et ses dirigeants peuvent sortir et entrer tant qu'ils écoutent les Égyptiens, tant qu'ils sont en contact avec l'Égypte. Et Israël, lorsqu'elle a des demandes à faire, elle le dépose en Égypte, puis ils sont transférés directement au Hamas. Donc le Hamas, il a réussi à trouver une certaine stabilité, un certain confort. La preuve que l'ensemble des dirigeants du Hamas, ils habitent dans des hôtels de 5 étoiles au Qatar. Ils n'ont pas besoin, eux, de changer cette donne. L'argent continue d'apleuvoir, 20 millions de dollars chaque mois qui descend directement du Qatar, qui est distribué en liquide dans des valises, évidemment, qataris. Donc, tout ça en contrepartie, Israël elle laisse ça en contrepartie, le Hamas doit être neutre. Donc, actuellement, on est en phase du pragmatisme du Hamas, mais ce pragmatisme, il risque de durer beaucoup, mais en même temps, le djihad islamique, donc, c'est le seul sur lequel l'Iran peut compter. Il faut dire que ça, c'est une réalité. Peut-être ça va vous choquer. L'Iran ne compte plus sur le Hamas. Parce que le Hamas, il a trouvé son confort politique. Pour lui, la situation de pas de guerre, pas de paix, c'est très bien. Pour le djihad islamique, lui, il veut continuer dans la voie de ce qu'eux, ils appellent la lutte. Ça veut dire vers le suicide. Okay. Est-ce que vous pourriez vous décaler un peu vers votre gauche parce que vous disparaissez de l'écran? Merci. Oui. Donc pour continuer, que pensez-vous justement alors, qui est responsable de la recrudescence des attentats alors en Israël? Est-ce que c'est le djihad islamique? Évidemment, c'est le djihad islamique, les réseaux du djihad islamique qui sont... Parce qu'en Israël, on a deux fronts. Si vous parlez du front de Gaza, évidemment, c'est le djihad islamique. Si vous parlez de la Cisjordanie, là, c'est le Hamas. Oui, ça, c'est le Hamas. Donc, on a deux fronts différents. Pourquoi? Parce que le djihad islamique n'a aucune présence en Cisjordanie, ça veut dire dans le territoire palestinien. Il n'y a que le Fatah, le mouvement de Abbas, et on a les frères musulmans, ça veut dire les branches de Hamas. Donc, ce sont les branches du Hamas, mais qui font des actes individuels. Je ne pense pas que c'est vraiment planifié. Parce que dans l'intérêt du Hamas, de garder le calme tant que l'argent continue d'être versé d'une façon mensuelle. Comprenez? Donc, ce qui se passe actuellement en Judée-Samarie, ce sont des attaques sporadiques des membres qui appartiennent évidemment à la branche des frères musulmans palestiniennes. Ils font des attaques par-ci et par-cela. Et malheureusement, tout ça parce que Israël n'a pas pris la décision de séparer carrément les deux populations, de prolonger le mur
d'expulser et d'éviter que certaines routes soient utilisées, parce qu'on regarde la majorité des accidents, ou pardon, des attentats qui sont faits, ils sont faits dans des cadres, dans les routes. Ce sont des attentats, pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes routes, vous comprenez? Donc, si un jour le gouvernement israélien prendra la décision d'utiliser pour séparer que les Palestiniens ne puissent pas utiliser les mêmes routes qui sont utilisées par les habitants juifs, je pense que la situation va s'améliorer parce qu'actuellement, comme vous voyez, ce ne sont pas des attentats à la roquette en Cisjordanie, ce n'est pas les attentats des roquettes, des bombes, non, ce sont généralement avec des armes légères qui se passent généralement dans les rues. Vous comprenez? Oui, Je voulais vous poser une c'est question plutôt une méthode du crime et de banditisme et des organisations criminelles plutôt que des organisations idéologiques. Vous comprenez? Oui, d'accord, je comprends la différence, c'est important. Je voulais revenir sur Biden et Trump, parce que Trump avait mis au point un projet qu'on appelait Abraham. Vous dites que le fait que l'Arabie Saoudite a été comme abandonnée, mais il y avait eu un rapprochement avec Israël, la Cisjordanie et l'Égypte. Donc, si je comprends bien, le fait que Trump soit parti, ça a comme stoppé le projet de rapprochement et de création d'une zone, disons, pas pacifique, mais disons au moins plutôt orientée vers le développement économique et culturel, quoi. Exactement. Vous savez, moi, je parlais avant-hier avec un ami saoudien. Il ne m'a pas surpris, mais il m'a dit qu'on attend d'une impatience que les républicains reviennent, que M. Trump, il revient. C'est un peu quand même choquant, ça, de voir que dans des pays conservateurs comme l'Arabie saoudite, ils ne supportent plus de voir Biden qui intervient dans les affaires internes de l'Arabie saoudite, qui ne s'occupe pas des affaires de son pays, qui s'occupe des sujets qui n'ont pas une très grande importance, évidemment au niveau international, un cas ici de violation des droits de l'homme, un cas là, bien sûr, on est tous contre les violations des droits de l'homme, mais ce n'est pas ça qui fait la priorité. La priorité maintenant, c'est de contenir l'influence iranienne. Malheureusement, Biden, il a offert le temps pour l'Iran pour continuer à progresser, pour continuer à menacer, et à tel point que les pays riches du Golfe, les pays sunnites, ils ont désespéré de l'administration Biden et maintenant ils ont décidé malheureusement de plier la tête avec l'Iran en attendant le retour des républicains, le retour surtout du président Trump, où là ils seront rassurés qu'au moins ils pourront compter sur les États-Unis. Parce que sur les États-Unis de Biden, pour eux, ils ont. Ouais, exactement. Ouais. Pour revenir à l'attentat du policier égyptien, comment était la réaction de Sisi, qui est au pouvoir actuellement en Égypte? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Il a été confronté à une propagande islamiste des frères musulmans, donc contre lui, avec une manipulation autour d'une vidéo, une ancienne vidéo. Exactement. Écoutez, j'ai vu une vidéo qui m'a surpris en voyant un cortège funèbre avec un drapeau égyptien, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de prier et de crier Allahu Akbar. J'étais étonné de voir ça en Égypte en prétendant que c'est le soldat héros présenté qu'il a, tu vois. Eh bien, en contactant un ami, Mohamed Mansour, qui est un journaliste connu en Égypte, eh ben, il m'a dit cette vidéo, c'est une vidéo de 2011 d'une personne qui s'est noyée et sa vidéo, elle a été utilisée dans le contexte de cet incident triste qui s'est passé avec l'assassinat de 3 soldats israéliens. Donc, les frères musulmans, ils ont essayé d'utiliser une ancienne vidéo pour montrer que l'armée égyptienne, en tout cas les forces ou les membres de l'armée égyptienne soutiennent les attaques avec Israël. Donc, des investigations ont été faites et les autorités égyptiennes, ils ont pris des mesures très sévères contre la famille. J'ai appris hier par la presse égyptienne que toute la famille, les parents, les frères, les cousins, ils ont été interpellés pour interrogatoire de ce soldat. Uniquement 2 personnes ont été autorisées à assister à l'enterrement de ce policier terroriste égyptien et non pas un millier ou des milliers de personnes comme l'a montré la vidéo de l'opposition égyptienne. Moi-même,
je suis tombé dans le piège en pensant que cet homme allait devenir un héros. J'étais étonné parce que je sais très bien les positions d'Abdel Fattah el-Sisi. C'est un homme qui est très sérieux lorsqu'il s'engage dans la paix avec Israël, il s'engage dans les règles du bon voisinage. Il ne pourrait pas accepter que ces soldats participent dans un cortège funèbre d'un policier qui est terroriste. Ça, c'est un, vous comprenez. Donc, mais malheureusement, les frères musulmans, justement, depuis leur base médiatique, comme on a dit tout à l'heure en Turquie, ils ont réussi à faire passer cette vidéo dans les réseaux sociaux qui a fait qui était virale. Eh ben, tout ça, c'était du faux. 2 personnes uniquement ont assisté. Des mesures draconiennes ont été prises contre les familles. Et j'ai appris ici, hier soir, à travers ce même journaliste, Mohamed Mansour, au Caire, qui m'a informé que actuellement, les renseignements militaires égyptiens, ils vont faire un suivi de très près de tous les soldats qui sont en Sinaï, ça veut dire les révisions de leurs antécédents, de leur fréquentation, de leur entourage, pour ne pas envoyer n'importe quel policier ou n'importe quel soldat qui pourrait constituer une menace pour les voisins israéliens. Alors, par rapport au contexte d'Israël, on assiste aussi là à une influence internationale de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, mais surtout de l'Iran et de la Turquie, mais dans un autre cadre qui est le rapprochement d'Israël avec le Maroc, et avec d'ailleurs aussi l'Ukraine, parce que Israël fournit du matériel sophistiqué à l'Ukraine, mais aussi au Maroc, et on voit que par rapport au Maroc, on assiste à en fait 2 axes, l'axe l'Algérie-Iran, contre l'axe Maroc, Israël et USA. Alors, pouvez-vous... Très bien résumé, Eric, la situation. Évidemment, auparavant, on a vu ces axes-là dans les régions du Proche-Orient, hein, lorsqu'on voit que la Syrie avec l'Iran contre l'Arabie saoudite et les pays sunnites et les États-Unis. Maintenant, alors que les États-Unis de Biden, ils ont abandonné les Saoudiens, ils ont décidé de s'incliner, mais le Maroc continue à refuser d'envoyer son ambassadeur, évidemment, en Iran, parce que l'Iran continue de soutenir les terroristes du Front du Polisario soutenus par l'Algérie. Donc, effectivement, on a une Algérie qui se comporte, évidemment. L'Algérie, en fait, c'est comme la Russie en Afrique du Nord. C'est un pays qui devient agressif, qui soutient, évidemment, les mouvements rebelles qui veulent nuire à la sécurité du Maroc, mais heureusement que le Maroc il a pris des précautions, évidemment, pour élargir la compétence et ses relations et sa coopération avec Tsahal. On assiste à trois types de coopération. La coopération au niveau technique et la formation du personnel, la coopération au niveau de l'industrie militaire, certains drones kamikazes israéliens seront fabriqués, et on a aussi les entraînements à l'heure où je vous parle, Lion d'Afrique, opération Lion d'Afrique, où on a à peu près, ce que j'ai appris, une 60aine de soldats israéliens. Ils sont actuellement sur le soldat marocain pour offrir des entraînements à l'élite de l'armée marocaine et à la Royal Air Force marocaine. Donc, effectivement, même la région de l'Afrique du Nord devient une région de tension où on commence à voir que l'Iran progresse, que la Russie progresse, en comptant sur l'Algérie, et que Israël, heureusement, elle est là pour soutenir le Maroc, pour soutenir la stabilité, en fait, de toute l'Afrique. Évidemment, parce que vous savez très bien que la France, elle a abandonné aussi l'Afrique en la laissant. C'est comme les États-Unis qui a laissé l'Afghanistan aux mains des talibans. La France aussi, elle a laissé le Mali et les pays de l'Afrique aux mains de l'État islamique. Donc, le Maroc fait face au danger iranien qui vient de territoire algérien et aussi la menace de l'État islamique qui vient de la Mauritanie et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Alors, je voulais avoir votre commentaire aussi sur l'influence de la Chine, parce qu'on a parlé de l'axe, on va dire, islamique, oui. Sur la Turquie, l'Arabie et l'Iran, mais on voit bien qu'en fait, il y a une sorte d'axe qui se développe, c'est-à-dire la Russie,
une société dictatoriale avec Oui, l'héritage communiste pendant 80 ans, oui. et donc l'Iran, enfin l'axe islamique, et on voit l'axe chinois, et c'est pas rien, parce qu'il y a quand même 1,5 milliard. Alors, comment se situe la Chine en Afrique, mais En aussi Afrique. en Orient? Oui, exactement. Actuellement, on a une présence militaire en Afrique uniquement à Djibouti. Mais selon certaines rumeurs qui ne sont pas confirmées, l'Algérie pourrait aussi développer une coopération militaire avec l'Algérie. Actuellement, les relations algério-chinoises, elles se contentent du volet économique. Et comme à chaque fois que la Chine, elle entre dans les pays africains, elle fait ruiner le commerce local, elle fait ruiner l'artisanat, elle fait ruiner les commerçants locaux, elle fait ruiner la production locale parce qu'ils sont en train de copier même la djellaba. Imaginez-vous que dans certains souks, dans certains marchés en Afrique, même les tapis de prière, ils sont fabriqués en Chine avec tous les dessins de Allah et de je ne sais pas quoi, vous comprenez? Donc, le commerce chinois, il va dans un seul sens, c'est de inonder ce marché avec de la production qui est de mauvaise qualité. On apprend il y a quelques mois que la Chine allait exporter une sorte de jus de fraises ou d'orange, mais c'est tous des colorants industriels, qui s'est avéré qui est cancéreux. Donc, et ces pays-là, évidemment, pour eux, rien importer du jus qui vient de la Chine, ça vaut 10 fois moins cher que de l'amener de l'Espagne ou de l'Italie. Donc, vous comprenez, pour des pays dictateurs, de pays de dictature corrompus comme l'Algérie, ils ne soucient pas de la santé de leur population. Ils importent tout ce qui est le moins cher pour leur population parce que de toutes les façons, la classe politique algérienne, elle se soigne à l'étranger, elle importe même le pain, il est importé de l'étranger pour le président algérien qui n'a pas confiance d'être empoisonné, évidemment, depuis l'intérieur. C'est la même chose aussi et ça, c'est vraiment, c'est assez scandaleux qu'on importe du pain d'une façon journalière pour ces dictateurs qui commencent évidemment, à pourrir dans le pouvoir. Mais heureusement que le Maroc, actuellement, elle sait tous les dangers qui viennent de cette présence chinoise. Donc, elle a limité, évidemment, les douanes marocaines sont en train de limiter, malgré que des réseaux mafieux de contrebande algériens, ils essayent évidemment d'entrer et de transmettre et de vendre cette marchandise pourrie, défectueuse et dangereuse dans le marché qui est au Maroc. Mais malheureusement, pour les pays autres, les pays africains comme le Tchad, le Mali, le Niger, ces pays-là ne disposent pas de législation, ils n'ont pas les moyens de contrer. Donc, pour eux, n'importe quelle marchandise chinoise, elle est le bienvenu. En plus, comme vous savez très bien, c'est un pays qui sont pourris par la corruption. Donc, la Chine pourrait entrer sans aucun égard à la santé des gens, sans aucun égard à l'environnement aussi. Donc, on est véritablement devant un danger sanitaire et économique chinois en Afrique, avant même de parler de présence militaire qui est insignifiante uniquement qui est uniquement, ça veut dire à Djibouti. Mais je peux vous dire que les cas de cancer, ils ont explosé en Tunisie, notamment aussi en Algérie, en Libye aussi. Ils amènent même des voitures qui ne sont pas sécuritaires, qui ont entraîné des accidents mortels de route. Je cite des marques comme Chery, par exemple, où trouver une voiture à 4 000, 5 000 dollars US. Vous imaginez dans le danger que ces autos, que ces productions, que ces boissons, que ces biscuits qui sont importés de Chine. La Chine, elle est en train de détruire la santé des Africains. Elle est en train de mettre en danger la santé publique, évidemment, en contrepartie des miettes qu'elle distribue pour les dictateurs. Mais alors pour finir, je trouve que depuis que depuis que Trump a quitté le pouvoir, bon, on ne va pas discuter de la façon dont on l'a Oui, assez abordé ici au droit, mais que le camp de la liberté, le camp de la démocratie a quand même reculé. Et votre témoignage depuis 30 minutes, 40 minutes, prouve quand même que les dictatures, donc on a parlé de la Turquie, on a parlé de l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui est quand même pas un exemple de démocratie, même s'il y a eu des changements,
la Russie donc, et puis la Chine, on voit quand même qu'il y a de plus en plus, en particulier avec le chemin de la soie là, qui est rétabli, là, il y a quand même une influence de plus en plus progressive des dictatures aux dépens des démocraties dans le monde. Est-ce que vous espérez, vous en avez parlé, que certains pays attendent le retour de Trump, mais les prochaines élections pour 2024 vont être cruciales pour justement contenir ces dictatures? Exactement. Ils seront cruciaux pour ces pays, notamment parce qu'actuellement, les États-Unis de Biden, ils ont délaissé ces populations. Ils ne s'intéressent plus qu'à ce qui se passe en Ukraine uniquement ou ce qui se passe peut-être sur la mer de Chine, mais les pays africains, les pays de l'Afrique du Nord, les pays du Proche-Orient, ils se trouvent soit menacés par la présence iranienne, où une partie, ils ont déjà capitulé, sauf le Maroc, comme on a dit, ou la menace économique et sanitaire qui est engendrée par la Chine, qui envahit, évidemment. Il y a même des médicaments qui ne sont pas conformes, même ou qui sont même pas conformes, et des vaccins qui sont importés en Chine. Vous imaginez dans des pays comme l'Ouganda, par exemple, ou comme le Nigeria, pas le Niger, le Nigeria, les Chinois, ils amènent des médicaments qui n'ont même pas eu les autorisations à être administrés en Chine pour les tester sur les Noirs. Est-ce que vous allez trouver une attitude aussi méprisable, aussi grave, aussi scandaleuse que celle-ci? Évidemment, malheureusement non. Alors qu'on sait que les États-Unis n'exportent, n'utilisent, ne commercialisent aucun médicament qu'après des inspections très draconiennes. Et que c'est pour ça que lorsque vous allez dans n'importe quel pays de ce pays là, ils ont confiance que dans les produits américains, que dans l'alimentation américaine, que dans tout ce qui est américain, vous comprenez? Donc, mais malheureusement, ils se sentent qu'ils sont délaissés et c'est la Chine qui est en train de combler ce vide parce que, comme on dit, que la nature déteste le vide. Donc, le vide qui a été laissé par M. Biden, qui est malheureusement qui vit dans un autre monde. Donc, ce vide, il a été comblé malheureusement par les Chinois qui sont en train de faire, ça veut dire de provoquer la faillite progressive des systèmes de santé, des systèmes économiques, des réseaux commerciaux et bientôt aussi des libertés d'expression. Vous vouliez rendre hommage à Jacques Benillouche pour finir cette entrevue. Pourquoi et qui est ce monsieur? Merci beaucoup, Monsieur Eric Leray, de me donner cette opportunité. Jacques Benillouche, c'est un des meilleurs spécialistes des affaires des Juifs séfarades. Il est décédé en Israël le mois dernier, dans le silence le plus complet. Il avait une revue quotidienne d'information, Benillouche Info. Donc, c'était une sorte de newsletter qui était envoyée à à 2 ou 3 000 personnes en tout cas, mais lui, à sa mesure, lui, il était un des meilleurs spécialistes, comme on a dit, des Juifs séfarades. Il a écrit à peu près 3 000 ou 4 000 articles. C'est un professeur à l'université Bar Ilan en Israël. C'est quelqu'un de très respectable, c'est quelqu'un de très ouvert. Il a toujours espéré pour vivre, pour voir que les pays ça veut dire de toute la région adhèrent aux accords d'Abraham. Malheureusement, il est décédé avant de voir ce rêve se réaliser parce que malheureusement, l'administration Biden n'a fait aucun pas pour progresser dans cet accord en laissant évidemment la porte ouverte à l'ennemi iranien. Ok. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé un peu. Merci parce beaucoup. que c'est pas évident, on ne parle pas arabe, on n'a pas, disons, la subtilité de l'analyse d'une veille quotidienne, que ce que vous faites régulièrement. Donc on va vous souhaiter une bonne continuation et un bon rétablissement, parce que je sais que vous avez eu un grave accident de voiture. Donc, et puis on vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Merci beaucoup Eric, merci à votre téléspectateur, merci. C'était Swelf2, donc qui était avec nous pour analyser l'actualité orientale et moyenne-orientale et proche-orientale. À bientôt et à une prochaine émission. Merci beaucoup pour votre attention.